Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième journée du Forum Devenir délégué et pour l'avant-dernier événement de la journée. Pour traiter de cette importante sujet, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir 4 intervenants représentant des institutions publiques de premier plan et acteurs spécialisés sur les enjeux du développement durable. J'ai le plaisir de présenter M. Philippe Lacoste. Vous êtes directeur du développement durable au sein du ministère. Rejoint le ministère en 2019 après avoir été ambassadeur de la France aux Comores puis au Tchad. Bonsoir, M. Lacoste. Bonsoir, ravi d'être avec vous. À vos côtés, virtuellement, Monsieur Thomas Le Sueur, vous êtes commissaire général au développement durable et vous êtes aussi délégué interministériel au développement durable auprès du ministère de la Transition écologique. Vous animez le réseau des hauts fonctionnaires du développement durable en France et vous avez été jusqu'en 2019 directeur de cabinet adjoint du ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonsoir, Monsieur Le Sueur, et bienvenue. Bonsoir Juliette, bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'annonce d'emblée que Monsieur Le Sueur devra malheureusement quitter cette table ronde un peu plus tôt, mais nous aurons la chance d'accueillir Monsieur Martin Bortsmeyer, chef de la délégation au développement durable auprès du ministère de la Transition écologique, qui pourra répondre aux questions des participants. Bonsoir, Monsieur Bortsmeyer. Bonsoir à toutes et à tous et à votre disposition à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, nous attendons encore que Monsieur Basile Van Havre se connecte. Nous aurons le plaisir de l'accueillir, je l'espère, dans quelques instants. Monsieur Van Havre est directeur général d'Environnement et Changement climatique Canada. Il est responsable des politiques biodiversité et partenariat au sein du gouvernement canadien et a mené de nombreux travaux visant à souligner notamment l'importance de la diffusion et la collecte de données de biodiversité, leur intégration dans les feuilles de route politiques dans le contexte du monde post-2020. Monsieur Van Havre nous rejoindra tout à l'heure, mais nous avons le représentant de sa délégation ici parmi nous. Bonsoir, Monsieur Charles Hudon. Ah, Basile Van Havre nous a rejoint. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je suis là. Très bien. Alors, avant de poursuivre avec notre sujet, permettez-moi de me présenter et de rappeler rapidement quelques règles pour assurer le bon déroulé de cette masterclass. Je suis Juliette Kircher-Luciani et j'ai rejoint l'Institut Open Diplomacy en tant que fellow d'abord, puis en tant que coprésidente du groupe sur la transition écologique. La discussion durera une petite trentaine de minutes. Nous allons essayer d'aller un peu vite et nous laisserons ensuite la parole aux participants pour un échange de questions-réponses qui durera une vingtaine de minutes environ. J'invite dès à présent tous les participants à bien vouloir adresser leurs questions par écrit dans le chat prévu à cet effet tout au long de la masterclass. Et je rappelle bien sûr que cet échange est placé sous la règle de Chatham House, selon laquelle les participants ne doivent révéler ni l'identité ni l'affiliation des personnes à l'origine de ces informations, de même qu'ils ne doivent pas révéler l'identité des autres participants. Merci à tous. Et enfin, pour ne pas perturber l'échange, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros pendant que les interlocuteurs prennent la parole, et ce, tout au long de la masterclass, si possible. J'en viens à notre sujet. La crise de la Covid-19 nous a montré qu'un incident de biodiversité avait des répercussions colossales sur l'ensemble des secteurs de la société, de l'accroissement des inégalités à la crise du marché de l'emploi. De nombreuses avancées sociales, économiques et environnementales ont été ralenties, voire annulées par cette catastrophe sanitaire sans précédent. À cet égard, il n'y a pas d'exception à la règle. Tous les pays du monde sont en voie de développement durable. Créés il y a 5 ans, les 17 objectifs de développement durable ont été structurés dans un agenda, une feuille de route 2030, autour des 5 piliers, les 5 P, que sont la planète, la population, la paix, la prospérité et les partenariats. Boussole de l'action publique, ils n'avaient pas été conçus pour répondre à l'urgence actuelle. Alors que nous venons d'entrer dans la décennie de l'action, la crise de la Covid-19 accapare l'agenda politique des États au jour le jour. C'est donc dans un ordre international fragilisé que je poserai la question: l'agenda 2030 peut-il être un outil efficace de nouvelle gouvernance internationale? Alors, avant de commencer, d'abord par une question qui porte sur la temporalité de cet agenda. Je voudrais vous adresser à tous la question: comment faire des ODD, des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030 une priorité? Et c'est à vous que je m'adresse en premier, Monsieur Le Sueur. La France a défini sa feuille de route pour l'agenda 2030. Pourriez-vous en présenter les principes clés et les domaines d'action prioritaires? Merci Juliette. Écoutez, je ne vais pas vous faire
une longue présentation des ODD. Je suis sûr que beaucoup des gens qui nous écoutent savent de quoi ils retournent. Je pense qu'il faut s'appuyer sur les principes. D'abord, les principes de construction de l'agenda 2030. Bien sûr, il a été établi en 2015, vous l'avez rappelé, peut-être un peu occulté à l'époque par les accords de Paris et toute la dimension climatique qui a occupé la scène médiatique. Mais depuis, le sujet monte vers cet horizon de 2030 et il monte dans la mobilisation des acteurs. Et c'est ça le principe clé. Bien sûr, comme délégué interministériel au développement durable au sein du ministère de la Transition écologique, je porte un rôle d'animation et de dynamisation, y compris au sein du ministère sur cette feuille de route et cet agenda 2030. Mais la clé, c'est la mobilisation de tous. Et c'est comme ça que nous avons construit la feuille de route française. La feuille de route française, c'est tout simplement la déclinaison des 17 objectifs de développement durable construits avec les acteurs de la société, que ce soit des collectivités locales, que ce soit des acteurs socio-économiques, des entreprises, des associations, et puis bien sûr les ministères et les acteurs de l'État. Et cela aboutit, ce travail de co-construction, à une feuille de route. Moi, je vous invite à aller sur le site agenda2030.fr. Tout y est. Je ne vais pas vous lire les différents axes, mais sachez simplement que ce sont les 17 ODD, mais transposés au cadre particulier de la France, parce que nous sommes un pays en voie de développement durable comme les autres, comme l'a dit Juliette, mais avec nos spécificités. Et il faut transposer la matrice chez nous. On l'a fait à travers 6 axes de travail. Agenda2030.fr pour tout savoir. Merci beaucoup, Monsieur Le Sueur, et nous parlerons tout à l'heure justement de cette importance à concilier les acteurs autour de la même table. Alors, je m'adresse cette fois à vous, Monsieur Lacoste. Dans le cadre de sa future présidence au Conseil européen en 2022, la France va-t-elle porter cet agenda 2030 comme une priorité ? Comment allez-vous, par exemple, pouvoir l'intégrer dans les différents événements politiques internationaux ? Merci de cette question. Beaucoup de politiques internationales qui touchent au domaine du développement durable sont des politiques communautaires, c'est-à-dire que les compétences n'appartiennent plus aux États, mais à la communauté européenne qui donc négocie à Bruxelles des positions qu'elle va défendre après dans les différentes rencontres et sommets internationaux. Et donc, naturellement qu'en période de présidence, nous avons un rôle particulier à jouer pour porter ces politiques au niveau international. Et vous savez que, notamment, ça passe par le fameux plan de relance, Build Back Better, que ce plan de relance ne doit pas être celui du monde d'avant, mais un monde, je dirais, plus vert, plus numérique, plus inclusif. Et donc, tout au long de notre présidence, en fonction des différentes manifestations, des différentes conférences, qu'on appelle les conférences des partis, c'est la France qui s'exprimera au nom de l'Union européenne pour porter des engagements en matière de climat, par exemple. Donc, vous avez vu qu'on les a rehaussés récemment, mais également des engagements en matière de réforme de politique agricole, ou des engagements en matière de biodiversité ou de protection des océans. Donc, en plus des événements, je dirais, rituels, tous les ans, il y a des conférences qui réunissent l'ensemble des gens qui négocient sur ces enjeux. Il y a également des sommets particuliers que nous organiserons sur ces différentes thématiques. Donc, encore une fois, la présidence n'est pas toujours le meilleur moment pour faire passer ses propres idées, parce que la présidence doit être là pour faciliter, je dirais, une position commune. Mais je crois que sur ces questions de l'agenda 2030, il y a un consensus européen relativement fort. Et donc, l'Union européenne a toujours un rôle particulier à jouer pour entraîner la communauté internationale vers cette feuille de route et surtout vers les résultats. Merci beaucoup, Monsieur Lacoste. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Van Havre, parce que face à la relance économique de la gestion quotidienne de la crise de la Covid-19, justement, je me permets de rebondir sur la biodiversité. La biodiversité et les questions environnementales ont pu être un petit peu éclipsées des priorités de l'agenda politique international, alors qu'elles sont pourtant en partie responsables de cette catastrophe sanitaire. Alors,
comment sortir de ce cercle vicieux, de ce trio infernal, climat, biodiversité et crise sanitaire? Bonjour à tous. Beaucoup de mots puissants, trio infernal, etc. Par nature, je suis quelqu'un d'assez optimiste et peut-être que je vais essayer de vous brosser un portrait qui va essayer de faire l'équilibre entre les menaces et les opportunités. Alors, côté menaces, je pense qu'on est... Quand j'ai pris les rênes avec mon collègue de l'Ouganda des négociations à la fin 2018, on était dans une situation de croissance économique, d'optimisme, les perspectives au niveau du financement et des ressources étaient relativement bonnes. Et puis, bon, la Covid est arrivée, les États ont fait ce qu'ils devaient faire, ils l'ont bien fait, avec la conséquence que les coffres, s'ils ne sont pas vides, sont loin d'être à pleine capacité. Et ça, c'est une réalité avec laquelle nous devons faire face. Par contre, s'il y avait des doutes sur l'importance et l'opportunité de l'action multilatérale, je pense qu'aujourd'hui, ces doutes sont balayés. Si on demande aux citoyens dans la rue de quoi est-ce qu'il s'attend et qu'est-ce qu'il regarde, il regarde l'action des gouvernements. Il regarde comment les gouvernements vont le protéger, vont l'accompagner dans ces changements, et il regarde aussi comment ces gouvernements travaillent de concert à faire cette protection. Alors, à court terme, cette protection, les gens sont peut-être très, très soucieux dans de nombreux pays de la façon dont ils vont être vaccinés, mais demain, ils vont se soucier de savoir comment est-ce qu'on va les protéger de ces nouvelles pandémies, et une grande partie de la solution va passer par la biodiversité. Qui dit protection de la pandémie, dit protection des espaces, et protection des espaces non seulement à notre porte, comme la forêt qui se trouve juste derrière moi, là, en photo, mais également protection des espaces à l'extérieur, en Asie, dans les zones tropicales. Alors, moi, je pense que les conditions sont réunies pour avoir une action forte au niveau international, et je pense qu'il va y avoir des pressions des groupes de citoyens pour que les acteurs multilatéraux aient des actions efficaces qui vont les protéger et qui vont permettre leur prospérité à long terme. Si on regarde, et j'entendais M. Lacoste parler des changements dans les politiques agricoles, il est évident que ce soit pour des questions de biodiversité ou des questions de climat, il va y avoir des changements majeurs au niveau des systèmes agroalimentaires. Alors justement, vous parlez, merci Monsieur Van Have, vous évoquez l'équilibre multilatéral, le multilatéralisme et ses futurs acteurs, dans un contexte international aujourd'hui divisé quand même par les inégalités sociales qui ont été renforcées par la crise de la Covid et dont le multilatéralisme a été un petit peu récemment fragilisé. Est-ce que le principe universel qui est au fondement de cette feuille de route de l'agenda 2030 est un prisme encore pertinent pour mener efficacement ces transformations ? Alors, je m'adresse à vous une nouvelle fois, Monsieur Van Havre. Si on prend par exemple l'intrication de cette crise de la biodiversité, de la crise climatique et de la crise sanitaire, on voit quand même que les États du monde ont dû faire un peu cavalier seul. Donc, à l'échelle internationale, vous avez parlé des conditions qui étaient réunies pour peut-être créer une nouvelle gouvernance internationale. Est-ce que les objectifs de développement durable pourraient donner lieu à de nouvelles pratiques du droit international en matière d'environnement ? Alors, deux aspects dans votre question. Quel est le rôle, quelle est la place des ODD? Et deuxièmement, est-ce qu'on avait besoin de nouveaux instruments et d'une approche légale? Il faut être, et c'est quelque chose qui me fascine dans mon travail, c'est de comprendre les différentes approches dans les différents continents et les régions. L'Europe a un réflexe vers la réglementation et les lois, alors que c'est peut-être moins le cas dans d'autres parties du monde. Donc, ce qui est important, c'est de se fixer des buts et des objectifs réalistes et efficaces, et de laisser chaque région utiliser l'approche qui est appropriée pour ces circonstances. Et donc, les buts et les objectifs, voilà pourquoi on a besoin des ODD. Et dans les discussions que nous avons au sein de la biodiversité, il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'ODD.
ces temps-ci, on est en train de préparer les feuilles d'indicateurs de performance pour les cibles qu'on est en train de faire. Et il est clair qu'on réutilise et on se colle aussi près que possible des ODD. Laissez-moi dire un petit mot au sujet des questions d'organisation et d'instruments. Bon, moi, je suis un fonctionnaire de carrière. Je vois, j'ai quelques collègues autour de la table. On sait très bien que la solution facile quand il y a un problème, c'est de dire on va faire une réorganisation. Ça va marcher. Bon, des fois, ça marche. Des fois, c'est utile. Mais il faut se méfier de cette chimère de la réorganisation. On a des outils. Faisons-les marcher. Alors justement, merci Monsieur Van Have, merci pour ce mot. Je m'adresse à vous, Monsieur Le Sueur, avant que vous ne quittiez cette table ronde. Monsieur Le Sueur, en parlant d'outils qui fonctionnent et pour éviter les grands termes généraux que sont la réorganisation, avez-vous justement un autre prisme que l'universel pour aborder les objectifs de développement durable? Et ici, je fais justement une référence à la nouvelle importance de la territorialisation dans la politique publique. Écoutez, je pense qu'effectivement, les ODD, parce qu'ils viennent de l'ONU et parce qu'ils ont une portée systémique, sont universels. Mais l'enjeu climatique, de biodiversité, et en fait, c'est vrai de tous les enjeux des ODD, peut-être particulièrement de ceux-là, leur but, enfin la clé, c'est de faire le lien entre l'universel et l'individu, entre le mondial et le local. Donc, il faut absolument que ce cadre soit connu à l'échelle individuelle et qu'il devienne une référence, parce que l'action est forcément locale. Mais c'est l'action locale qui a une portée mondiale, un peu à la théorie du colibri que j'évoque. Mais il est évident que ce sont des enjeux qui nous unissent, en tout cas dont nous serons je pense aux enjeux climatiques et de biodiversité, dont nous serons les victimes communes. Et l'action, elle se fait à toutes les échelles, mais notamment aussi à l'échelle territoriale. Et le cadre de la ville, le cadre de l'action urbaine ou territoriale de proximité est absolument essentiel parce que c'est un écosystème, parce que c'est un ensemble de leviers qui mêlent le public et le privé. Et je crois très profondément que c'est au niveau des villes, au niveau des territoires, que cette action doit le plus s'incarner parce qu'elle est à hauteur d'homme, à hauteur des citoyens. Et de ce point de vue, il y a des acteurs territoriaux en France, des grandes villes, des villes plus petites, des acteurs sur le terrain qui se mobilisent et qui ont aussi plus d'agilité que l'État. Moi, je joue un rôle très humble dans tout cela, un rôle d'animateur, parfois de coordinateur, mais d'impulsion peut-être. Mais le relais, il faut qu'il soit pris par tout le monde, et notamment au niveau territorial, parce que c'est là que ça change vraiment la vie des gens. Oui, merci Monsieur Le Sueur. Alors là, j'opère un petit dézoom avant justement de m'intéresser aux enjeux de ces acteurs et des parties prenantes dans le dialogue que l'on essaie d'organiser. Monsieur Lacoste, on ne peut pas ne pas mentionner les récentes perturbations dans les rapports diplomatiques avec le Brexit et l'entrée des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Alors, à cet égard, est-ce que l'agenda 2030 agit comme un continuateur ou plutôt comme un fossoyeur du dialogue international? Non, je pense que c'est un fédérateur. Alors, des tensions diplomatiques, c'est un mot un petit peu dramatique. Il existe toujours des différends de points de vue, et tant mieux. C'est l'objectif de la négociation internationale d'arriver, je dirais, encore une fois, un consensus. C'est pas l'entrée des Nations Unies dans l'accord de Paris, c'est le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. J'ai eu l'honneur de faire partie de la délégation française à la COP 21. Je veux dire, cet accord, il a été conçu pour que les États-Unis en soient partis. Le Royaume-Uni, certes, nous perdons un allié ou quelqu'un qui était un État qui était particulièrement engagé sur ces questions de développement durable. Je pense qu'ils le resteront dans le domaine du climat, ne serait-ce que parce qu'ils vont accueillir la COP climat au mois de novembre. Après, ils auront leurs propres intérêts, et c'est possible que, c'est même certain à mon avis, que l'Europe perdra, je dirais, un petit peu de sa force de frappe, notamment vis-à-vis des pays en développement.
comme l'a bien indiqué Monsieur Le Sueur, les agendas, les indicateurs, les objectifs pour 2030, ils sont d'abord déclinés au niveau local et agrégés ensuite. Et donc, ça reste, je dirais, un objectif, une valeur à atteindre. Donc, c'est incontestablement pour moi des fédérateurs. Très bien. Alors justement, on s'accorde aujourd'hui autour du fait qu'il n'y aura pas de transition juste réussie sans une forte capacité à fédérer autour de la table les États, la société civile, les citoyens, les ONG et aussi les entreprises. Alors comment, en tant qu'institution publique, arrivez-vous à concilier et engager justement l'ensemble des parties prenantes dans l'agenda 2030 ? Je m'adresse à vous d'abord, Monsieur Le Sueur, avant que vous ne quittiez cette table ronde. Avez-vous des exemples de coalitions d'acteurs? Comment encourager les entreprises à effectuer ces changements en faveur des ODD et à intégrer cette feuille de route? Ça fait 2 questions. Mais, merci beaucoup. Les entreprises, par le levier économique qu'elles représentent, sont évidemment indispensables. Et très franchement, il y a des entreprises qui sont avancées, à la fois dans l'intégration du référentiel ODD dans leur action et dans leur stratégie, et puis dans des coalitions plus thématiques. Je peux citer par exemple le partenariat français pour l'eau qui fédère des acteurs publics et privés d'ailleurs, hein, mais en faveur de cet ODD 6 et de ses enjeux. Il y a le Global Compact, émanation liée à l'ONU et qui a une déclinaison en France et qui est très actif pour fédérer les entreprises, avoir un répertoire, des méthodes partagées. Donc ça se répand, ça s'étend, ça fonctionne, je crois, de mieux en mieux chez des pionniers. On a besoin de changer d'échelle pour atteindre les résultats de 2030. On a besoin que ce soit beaucoup plus partagé entre les entreprises. Il y a une démarche au sein de l'Union européenne. Lacoste évoquait le fait que les ODD étaient importants dans le cadre européen, et notamment la directive sur ce qu'on appelle le rapportage extra-financier, c'est-à-dire la manière que les entreprises ont de rendre compte de leur activité auprès de leurs actionnaires et même publics. Eh bien, cette directive est en cours de renégociation et le référentiel ODD est mis en balance dans les discussions pour servir de référence ou une des références pour que les entreprises, quand elles sont soumises à des obligations de rapportage extra-financier, eh bien, ce soit en référence aux ODD. Les négociations sont en cours. Je ne sais pas si ce sera aussi simple que cela, mais en tout cas, nous, on milite pour ça, parce que si les entreprises ont des obligations de rapportage qui font référence aux ODD, eh bien, ça les aidera à prendre en compte les enjeux, tout simplement, et ça contribuera à diffuser le référentiel chez toutes les entreprises, parce que, pas préciser, mais ça s'adresse d'abord aux grandes entreprises, ce rapportage extra-financier. Les entreprises plus petites peuvent, sur volontariat, si je puis dire, s'y attacher. Donc, on compte beaucoup là-dessus pour que ce soit demain, progressivement, un cadre commun pour les entreprises. Merci beaucoup, Monsieur Le Sueur. Alors, justement, en France, nous avons un bel exemple aussi d'inclusion de la participation citoyenne au débat public avec la Convention citoyenne pour le climat. Nous reviendrons aussi sur cela au moment des questions-réponses. J'invite les participants à poser les questions dans le chat. La Convention citoyenne pour le climat en France est un bon exemple donc d'initiative en faveur d'une participation citoyenne et un modèle de démocratie directe. Monsieur Lacoste, pourrait-on imaginer une convention citoyenne pour le climat à l'échelle européenne ? Alors, je crois que chaque pays, chaque ensemble a toute latitude pour organiser la participation et la consultation de la société civile. Une convention citoyenne est un moyen de le faire. Ça pose, vous le voyez en France, des questions par rapport à la représentation nationale, par exemple. Mais ce que je voudrais signaler, c'est que, et c'est une initiative française, se tiendra au niveau européen une conférence sur l'avenir de l'Union européenne. Elle aurait déjà dû commencer, elle débutera en 2020. Et ça, c'est un peu le modèle de la Convention citoyenne. Et nous espérons une forte participation de jeunes et il s'agira un petit peu d'imaginer
mais aussi de mettre en œuvre des propositions concrètes sur ce que pourrait faire l'Union européenne. Donc, c'est un type d'exercice. Là encore, je rejoins ce qu'a dit M. Le Sueur. Ce qu'on a beaucoup appris dans la COP 21, c'est que l'État, les pouvoirs publics ne pouvaient rien tout seuls et que donc c'est le moment des coalitions, c'est le moment de mettre ensemble des gens avec des objectifs communs. Parfois, je dirais, il semblerait que nous ayons perdu la communication avec M. Lacoste. Ah, j'ai l'impression, je crois que nous ne vous avons pas entendu, M. Lacoste. Il y a eu un petit problème de connexion. Je vais m'adresser… Ah, et là, vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est bon. C'est très bien. Et donc, je recommence du début? Non, malheureusement, nous n'avons pas le temps. Ça aurait été avec plaisir, mais nous avons simplement, je pense, omis votre dernière phrase. Je me tourne vers Monsieur Van Havre aujourd'hui parce que vous avez été optimiste tout à l'heure et justement, en ce moment, les citoyens du monde, je pense, vivent aussi dans une sorte de peur de la perte et je pense aussi pouvoir ici représenter la parole aussi d'une jeunesse qui a peur de perdre son emploi, de perdre un équilibre environnemental, de perdre des transformations acquises en matière d'égalité des droits, de perdre aussi la biodiversité avec 60% de disparition d'espèces entre 1970 et 2014. Comment faire des ODD une opportunité pour le 21e siècle ? Nous avons aussi ici en mention la COP 15 sur la biodiversité qui a été reportée en avril 2021. Est-ce que c'est une promesse pour une nouvelle gouvernance internationale? Alors, beaucoup de choses. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que les ODD sont des éléments essentiels, critiques et importants, mais ce ne sont que des objectifs. Ce qui nous manque, je pense, ce qu'il faut décrire, c'est une vision, un projet. On a peur de perdre quand on ne sait pas ce qu'on peut gagner. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il n'y a personne qui décrit ce monde vers lequel on veut aller. C'est un monde dans lequel on se nourrira de manière plus saine, on mènera une vie plus saine. Les changements dont on fait l'expérience, et je sais que pour certains d'entre vous, c'est difficile, vous étudiez à distance, dans des logements qui ne sont peut-être pas adaptés à ces nouvelles tâches, mais je peux vous dire que pour plusieurs d'entre nous, moi, je n'ai pas mis les pieds au bureau depuis le mois de mars, éliminer le trajet, bon, je pouvais lire le journal, mais ma vie est meilleure. Et la vie de beaucoup d'entre nous est meilleure. On est plus près de la nature, plus près de nos familles. Et donc, ce que je pense qu'on a besoin de faire, c'est de décrire ce futur vers lequel on veut aller, de le décrire de manière positive. Et ça, c'est un élément qui est essentiel et qui est complémentaire des ODD. Alors, les ODD, c'est un élément important et je voudrais rebondir vers les commentaires de Thomas Le Sueur sur la territorialité. Si on décrit au niveau local comment nos villes, nos communautés vont changer, vont évoluer, et on met devant les gens cet espoir d'un avenir qui est meilleur, le changement se fera parce que les gens vont vouloir ce changement. Si on reste à un niveau très bureaucratique et global avec des gens comme moi qui discutent dans des salles fermées, ça ne marchera pas. Alors, on a besoin de vous, on a besoin des gens comme vous, que vous vous impliquiez dans vos milieux et que vous créiez cette description de cet avenir que vous voulez. Et c'est un avenir qui, par définition, sera plus juste, plus égalitaire et qui va permettre un développement plus grand. Moi, quand je parle avec mes collègues des pays en voie de développement, en Afrique ou en Asie, ce qu'on essaie de voir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir les accompagner dans un désir de développement tout à fait réaliste. On n'est pas là en train de mettre une cloche de verre sous une communauté locale, que ce soit dans l'Arctique canadien ou dans le Sahel. Ces gens ont des aspirations légitimes et il faut les accompagner là-dedans. Alors, moi, je veux vous laisser, en gros, retourner la question vers vous. Le changement sera un positif quand vous déciderez de le faire et quand vous déciderez de décrire qu'est-ce qu'il pourra être et ce qu'il pourra être dans vos… Attendez pas que moi je le fasse pour vous. Moi, je vais vous accompagner, je vais vous aider. Bien sûr, c'est belle parole. Merci beaucoup, Monsieur Van Havre.
je vais laisser sans plus tarder la parole aux participants. Alors, nous avons déjà eu quelques questions qui nous sont arrivées. Alors, première question. Quelqu'un parmi l'audience aimerait savoir comment concrètement les objectifs de développement durable sont mis en place et est-ce qu'il y a des sanctions prévues en cas de non-réalisation des objectifs de développement durable. Donc, ça pose la question de la contrepartie contraignante. Monsieur Bortsmeyer, vous souhaitez répondre à cette question? Oui, merci Juliette. Donc, Martin Bortsmeyer, moi je suis au commissariat général au développement durable, donc Thomas vient de nous quitter. Je me permets de poursuivre. Non, l'agenda 2030, c'est un cadre volontaire dans lequel se sont engagés les États. On n'a pas de mesure de sanction derrière et c'est bien un des principes de considérer que on atteindra ces objectifs de développement durable qui sont un masculin, donc je le signale par rapport à une question de Laura qui parlait d'elle en parlant des ODD. Donc les objectifs de développement durable seront atteints d'autant plus facilement que volontairement l'ensemble des acteurs, les États, les entreprises, les jeunes s'engagent pour cela. Sur l'organisation française, alors je propose de vous référer au site Agenda 2030 que je cite dans le chat pour aller plus loin, mais en 2 mots, une organisation interministérielle avec un copilotage entre le ministère de la Transition écologique, donc, puisque Thomas Le Sueur est délégué interministériel au développement durable, et donc copilotage entre le ministère de la Transition écologique et le ministère des Affaires étrangères, qui évidemment a la haute main et le regard sur les actions de politique internationale de la France. On fait à partir de ça un travail d'animation de communautés d'acteurs, comme Thomas Le Sueur a pu l'indiquer, mobilisation de coalitions, un travail de sensibilisation. Il va par exemple y avoir un tour de France des ODD. Il y en a plusieurs d'ailleurs, des acteurs de la société civile comme le Comité 21, le Global Compact dont on a déjà parlé, l'Agence française de développement, donc tout un travail de sensibilisation. Je signale aussi que la communauté enseignante, éducative est très mobilisée sur l'agenda 2030. Beaucoup de profs de tout niveau, collège, lycée, etc., s'en saisissent, soit pour animer leurs cours, d'ailleurs ça fait partie des programmes, soit pour mener des actions plus transversales entre disciplines et donc entre cours. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces actions, plus celles des collectivités dont on a un peu parlé, qui fera qu'on pourra espérer atteindre les objectifs de développement durable en France. Merci beaucoup, Monsieur Bortsmeyer, pour la réponse à cette question. J'enchaîne avec une autre question. Je m'adresse à vous, Monsieur Van Havre. On a évoqué les entreprises et plusieurs autres acteurs. Une participante s'interroge sur la place des scientifiques. Comment travaillez-vous directement avec eux et concrètement avec eux pour la réalisation des ODD? Et je me permets d'ajouter aussi, dans le cadre justement des travaux sur la biodiversité, comment intégrez-vous les données de biodiversité? Alors, des très très bonnes questions et vous inviterez le professeur Andrew Gonzalez la prochaine fois. C'est son métier, c'est lui qui est le président des réseaux d'observation de la biodiversité et un ami. On travaille de très près. Hein. La base je parlerai du travail qu'on fait au sein du cadre de biodiversité qui informe les ODD. Le point de débat, c'est l'IPES et les travaux de ce panel intergouvernemental sur la biodiversité qui identifie les causes principales. Par la suite, quand le travail de rédaction commence à l'interne, à l'intérieur de la Convention, on a un comité subsidiaire sur les conseils scientifiques et techniques et c'est ces gens-là qui vont nous donner les avis sur les cibles numériques. Certains d'entre vous auront parlé, par exemple, de la cible de 30% du territoire protégé et conservé, promu par plus de 50 pays maintenant. Bon, ben, ça va être le rôle de ce comité-là de nous dire, est-ce que c'est assez? Est-ce que 30%, ça marche? Est-ce que ça marche pour rencontrer cette vision de vivre en harmonie avec la nature en 2050? Et nous, au niveau des négociations politiques, on va prendre ces conseils-là. Ils vont nous dire, bah oui, 30% ça marche dans la mesure où vous avez ci, ça et ça et ça.
Et ça, on va le prendre au niveau des négociations et les négociateurs vont s'approprier ces conseils-là et continuer. Donc, définitivement, il y a un côté qui est le côté établir les cibles, mais il y a aussi le côté vérification des progrès. Et est-ce qu'en vérifiant ce qui vont être les prochains packages d'indicateurs, les prochains ODD, les scientifiques vont dire oui, ben, vous vouliez atteindre tel point, vous y êtes ou vous n'y êtes pas encore. Alors, la disponibilité de ces informations, de ces avis, et les choses évoluent de manière extrêmement rapide. Aujourd'hui, on a des outils de données satellitaires qui nous permettent très rapidement de savoir où on en est en termes d'utilisation des sols. Et c'est souvent des outils objectifs. Merci beaucoup, Monsieur Van Haaf, pour ces éléments. Alors, une autre question plus technique qui concerne les contributions déterminées au niveau national. Elle se trouve donc au cœur de la réalisation des objectifs de l'accord de Paris et pourtant, beaucoup de pays n'ont pas rendu ce rapport ou ne l'ont pas mis à jour. Alors, en tant que jeune participant se demande pour quelles raisons certains pays prennent autant de retard. Je poserai cette question à Monsieur Lacoste. Voilà, j'ai enlevé mon micro. C'est parce que le principe qui a été retenu dans l'accord de Paris est celui de contribution nationale volontaire. C'est-à-dire que ça rejoint une des questions précédentes. Il n'y a pas de régime international de sanctions si l'un des États ne tient pas un objectif commun. Il y a une exception, et qui d'ailleurs nous a permis à nous, France, de faire beaucoup de progrès, c'est dans le cadre de l'Union européenne, où là, on a accepté de mettre ensemble, je dirais, un certain nombre de compétences, et donc où on a aussi accepté un régime qui peut vous exposer à des sanctions, des pénalités, si vous ne respectez pas vos engagements. Au niveau international, rien de tel. Et donc la règle, et c'est pour ça qu'on a obtenu un accord à Paris, c'est que chaque État, en fonction de ses objectifs, de ses contraintes. Vous ne pouvez pas demander la même chose à l'Arabie saoudite, par exemple, qu'au Mali. Et chaque État, donc, sur une base volontaire, doit faire des propositions sur la manière dont il compte réduire ses émissions, par exemple. Et le seul moyen finalement qu'on a, parce que vous allez me dire, mais alors finalement, si c'est sur une base volontaire, ça ne sert pas à grand-chose. Le seul moyen qu'on a, c'est un petit peu la pression des pairs, c'est-à-dire chaque année, chaque État présente aux autres États où est-ce qu'il en est dans ses objectifs. Et c'est sur cette base-là qu'on encourage ou on espère encourager les contributions des États. Au moment de l'accord de Paris sur le climat, tous les États ont déposé des contributions nationales et c'est l'un des enjeux de la conférence de cette année, que les ambitions de ces contributions nationales soient rehaussées. Et donc, c'est vrai que là, tous les États ne l'ont pas encore fait, et donc on va, et c'est le travail diplomatique, on va les encourager individuellement à déposer de nouvelles contributions meilleures que les précédentes. Merci, Monsieur Lacoste. Je m'adresse à vous, Monsieur Bortsmeyer, pour une question qui nous est posée ici dans le chat pour revenir sur le plan de relance, dont le but premier serait le développement de l'emploi en Europe et qui rappelle aussi qu'investir dans les énergies renouvelables coûte cher aujourd'hui. Le participant rappelle qu'investir dans les panneaux chinois, des panneaux solaires coûte moins cher qu'investir dans les panneaux solaires français. Comment privilégier l'emploi local et les normes environnementales locales face à la concurrence justement de ce marché? Comment faire tenir ensemble l'ODD 8, la relance économique, avec l'ensemble des autres ODD dans la feuille de route de l'agenda? Ok, merci. Alors, on sautille un peu des sujets à l'autre. J'imagine que c'est autant difficile pour les auditeurs et auditrices que pour nous autres. Mais je vais essayer de ne pas me cacher derrière mon panneau solaire. Bon, moi, je vais répondre plan de relance. Effectivement, le plan de relance, il vise à coordonner plusieurs objectifs. Il a 3 objectifs. Un objectif de transition écologique, un objectif de compétitivité, qui comprend notamment la réindustrialisation, pardonnez-moi, et la reterritorialisation de l'activité en France, et puis un 3e objectif de cohésion sociale et territoriale. Donc, ces 100 milliards du plan France Relance
comprennent des axes qui sont plus particulièrement tournés vers une relance des secteurs en difficulté. Mais pour 30 milliards, donc presque un tiers du plan, on a un volet qui est spécifiquement sur les enjeux environnementaux. Et notre travail quotidien, je dirais, au niveau interministériel, est de faire en sorte qu'on soit dans la cohérence, notamment dans le point d'application local de France Relance, qui va se traduire par un certain nombre de contrats que l'État va passer avec les collectivités dans les territoires. Ça s'appelle des contrats de relance et de transition écologique. Et dans ces contrats, on va s'efforcer, dans la discussion entre les élus et les préfets, que lorsqu'on relance une activité industrielle, elle ne soit pas incompatible avec l'environnement, voire même, encore mieux, qu'elle se traduise par une mutation du modèle économique et par un nouveau projet d'entreprise qui soit d'emblée complètement compatible avec l'environnement. Donc c'est effectivement un travail, hein. Il y a une tension très forte en ce moment entre les objectifs d'emploi, de relance et les enjeux environnementaux. Mais il y a cette attention portée à ce que l'activité française reparte sur des bases qui dessinent celles du monde de demain, c'est-à-dire qu'ils soient d'emblée, par exemple, qui mettent l'accent sur l'hydrogène vert. C'est un axe très important du programme de relance, de même sur la rénovation thermique des bâtiments, de même sur des mobilités douces. Voilà, donc on a une combinaison au travers d'un outil, alors qui est un outil à multiples fins. Donc, c'est ça tout le charme de ces politiques transversales que le gouvernement essaye de mettre en place. J'espère que j'ai répondu suffisamment précisément à la question. Elle est effectivement très vaste. Oui, elle était très large, elle était en 3 volets. Alors, merci, Monsieur Bortsmeier, pour cette réponse. Et une dernière question que je poserai pour Monsieur Van Havre, qui concerne le greenwashing. C'est une question qui a été adressée pour rebondir aux propos de Monsieur Lacoste, mais je m'adresse à vous. Comment prévenir du greenwashing étatique? Vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, plus ou moins. Vaste question, et je pense que encore une fois, un grand mot qui fait peur. Je pense qu'on peut le décliner en des versions un petit peu plus nuancées. Ce qu'on veut, c'est que les États prennent des décisions qui vont produire des résultats réels, tangibles. Dans 10 ans, on veut être à un certain point, on va avoir des écosystèmes dans un certain état. Comment ces États vont le faire, ça va différer énormément. Moi, quelque chose qui me fascine, indépendamment d'autres aspects, c'est la capacité d'un État comme l'État chinois de faire des changements énormes. Bon, on pourra discuter très très longtemps de la façon dont c'est fait de quelles sont les leçons qui sont à retenir. Néanmoins, la réalité est que c'est un système totalement différent qui va produire des résultats. Alors, comment éviter le greenwashing? C'est-à-dire des indicateurs de performance qui sont objectifs et des systèmes de vérification qui sont indépendants. Et ça, on a les moyens de le faire, la technologie avance, on peut, et je vois une réelle volonté de nombreux pays de s'y mettre. Et si, quand bien même, on n'a pas à l'intérieur de nos accords les mesures contraignantes dont certains d'entre vous parlaient, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'accords bilatéraux et multilatéraux de commerce. Ce qu'on a vu, c'est fascinant de voir comment l'accord sur la CITES, la Convention sur le commerce des espèces, est peu contraignante à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont volontaires, mais quand on voit la signature de différents traités, au cours des 10 dernières années, il y a des textes qui rendaient obligatoires ces conditions volontaires, ces obligations, ces engagements volontaires. Donc, moi, ce que j'espère, ce que je vois, c'est que les négociations et le commerce international va permettre de mettre en place des renforcements et des exigences. On parle beaucoup de commerce des commodités et d'éviter que ces commodités viennent de la déforestation. Voilà des façons de renforcer les objectifs qu'on écrit au travers des conventions. Donc, il faut y aller pas à pas et mettre des systèmes qui nous permettent d'avoir des revues et de vous présenter à vous les résultats, parce qu'au bout du compte, c'est vous qui allez vouloir voir les résultats.
Alors, merci beaucoup, Monsieur Van Have, pour ces mots. Je vais devoir conclure, malheureusement, parce que nous avons ensuite un autre événement à laquelle je vous invite à participer. Ce sera la conférence générale consacrée à la présidence française de l'Union européenne, justement, donc un thème qui entre parfaitement en résonance avec notre masterclass. Avant de nous quitter, cependant, un dernier petit mot. La jeunesse qui agit n'est pas seulement celle qui milite sous les feux des projecteurs et sous la lumière des feux médiatiques, c'est aussi celle qui agit déjà en pensant à sa propre échelle, en prenant conscience de ce débat public, en y participant, et qui agit aussi à l'échelle de son poste dès à présent. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes participants qui vous écoutent aujourd'hui, qui sont ces acteurs des débats publics et qui, pour certains, représenteront la France au Y7 et au Y20, quel serait-il? Je laisserai donc ce mot de la fin à Monsieur Bortsmeyer. Un grand honneur, merci. Bon, avec une limite, c'est que le vieux qui donne des conseils aux jeunes, c'est quand même un peu limitatif. Moi, quand même, je n'opposerai pas mobilisation, les différentes formes de mobilisation. Pour nous, au ministère de la Transition écologique et qui militons pour le développement durable, l'engagement, c'est quelque chose de très important. Faire porter ses valeurs dans sa vie quotidienne, c'est quelque chose qui est très important. Et du coup, peut-être un seul conseil, même s'il est très difficile à atteindre, c'est de rester soi-même et de chercher la cohérence entre ce qu'on fait professionnellement, ce qu'on fait dans sa sphère domestique et ce à quoi on croit. Et d'ailleurs, je vois un certain nombre de mobilisations étudiantes, si je pense au manifeste pour un réveil écologique, il insiste sur le fait que ces signataires, ces porteurs, tiennent à occuper demain des emplois dans lesquels ils trouvent du sens, dans lesquels ils se trouvent en cohérence avec leurs valeurs. Et les entreprises ont bien entendu ce point-là et d'ailleurs travaillent avec ces étudiants. Donc, n'opposons pas les uns et les autres. Et surtout, je crois, alors, dernier mot pour ceux et celles qui partiraient du coup dans ces instances internationales, gardez les pieds sur terre. Dans ces instances-là, vous êtes vite dans un autre monde, une autre planète. Et c'est très important de rester concrètement branché sur son milieu, sur les préoccupations du quotidien, parce que ces cadres-là ont un formalisme qui peut vous éloigner et vous faire perdre quelque part vos boussoles. Donc, gardez vos boussoles, les ODD en font une très bonne. Merci beaucoup, Monsieur Bortsmeyer. Je suis désolée pour les participants qui souhaitaient encore adresser des questions, mais je vois que vous avez pu déjà y répondre en partie dans le chat. Alors, merci encore une fois à vous tous d'avoir participé à cette masterclass et je vais devoir du coup vous laisser. Bonne soirée à tous et merci encore pour votre participation.